Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie, salut Dan. Salut Pascal, salut Dan. Yo. Bienvenue chères auditrices et auditeurs dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Pour ce faire, à chaque épisode, nous recevons une invitée différente avec laquelle nous abordons un sujet différent, souvent en rapport avec les relations amoureuses a priori ou un peu étendu, voilà, tout ce qui est en rapport avec l'amour, la sexualité. Et on fait ça depuis 5 ans maintenant. Depuis 50 ans 50, exactement. C'est notre manière d'ouvrir au dialogue, parce qu'on est là pour ça, on a envie de dialoguer, on a envie d'échanger. On a envie de montrer que c'est possible de le faire en toute bienveillance, en toute gentillesse. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes avec Sophie. Salut. Salut, gentil. Hello. Salut Sophie. Welcome back parmi nous. Et ensemble, on va parler de l'horloge biologique. Tout à fait. Mais oui, parce que c'est un sujet qui... Tu m'en as parlé la dernière fois qu'on s'est vu. Tu m'as dit, écoute, j'aimerais parler de ça parce que voilà, c'est cool. C'est quoi cette horloge biologique déjà? Parce que moi, je croyais que c'était un mythe comme le point G, mais non, en fait, ça existe. Si le point G est un mythe, on n'est pas rendu. Ça, c'est un autre épisode qu'on va faire là-dessus, là, par contre. Ça m'intéresse aussi, ouais. En fait, l'horloge biologique, c'était un truc dont on me parlait quand j'avais entre 20 et 25. Et qui t'en parlait? Quand tu dis on m'en parlait, c'est qui? Des femmes un peu plus âgées que moi, qui avaient 30, 35, 40 ans, et qui me disaient, mais tu verras, à 30 ans, tu as une horloge biologique qui se met en route dans ta tête, il y a un truc qui se met en route, et tu vas voir ce que ça fait. Et en fait, c'est vrai. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain âge, tu switches. C'est quel âge? Je dirais 30 ans. Donc toi, à 30 ans, tu as switché? Pas volontairement, mais oui, il y a des choses. De toute façon, c'est pas volontaire. Non. C'est comme, tu vois, j'ai lu la définition avant de venir ici, et en fait, ils expliquent que c'est un rééquilibrage qui se fait au niveau des hormones, au niveau de différentes choses dans ta vie, pour que tu restes constamment équilibré en fonction des périodes, des moments, des différentes synergies, etc. Et je pense que c'est vraiment ça. Mais après, ça incombe à plein de choses derrière. Mais concrètement, c'est-à-dire que tu as eu 30 ans et genre, tu as soufflé tes bougies d'anniversaire et le lendemain, tu t'es dit, comment ça se traduit? En fait, à l'arrivée des 30 ans, la vie change. C'est-à-dire que tu prends plus de responsabilités, tu perds un peu en insouciance, voire même beaucoup. Et puis en fait, autour de toi, le cadre de vie change aussi. C'est-à-dire que tu vois quand même beaucoup de gens se marier, fonder une famille, faire des enfants, devenir plus sérieux. On a tous eu ce mec ou cette nana où on voit que la personne est mariée avec des gamins et tu dis « Ah ouais, non mais alors si lui ou elle l'a fait, tout le monde peut le faire. » quoi. Généralement, tu te dis « Oh non, quoi. Putain, j'ai surtout pas envie de faire comme lui, quoi. » Ça dépend. Attention, autre débat, mais vas-y. Non, mais après, c'est un autre débat. Oui, te laisse pas il y a une question sur le côté « Ah ouais, si lui l'a fait », on va pas se mentir, faire des enfants, c'est le truc le plus facile du monde. Hein. Oui, mais dans le sens où, si tu veux, en fait, tu as aussi, de par les réseaux sociaux et de par tout le monde dans lequel on grandit aujourd'hui, dans lequel on évolue, forcément, on va pas nous montrer la nuit où tu dors pas de la nuit parce que tes enfants pleurent, etc. On va te montrer le gamin bien habillé, tout le monde tout sourire, tout le monde content, voilà. Et en fait, au-delà de ça, c'est réellement qu'à un moment donné, moi, à 30 ans, alors pas pile à 30 ans, le jour où j'ai soufflé mes bougies. Mais, tu vois, c'est ce que je te disais la dernière fois, j'ai senti dans mon corps un switch que je ne connaissais pas. C'est-à-dire, j'ai senti une envie d'être plus calme, de faire des enfants, d'être plus posée. Mais vraiment, tu te dis, mais d'où ça sort ce truc-là? Genre, c'est limite, mais il y a 2 mois, mais moi, j'étais très bien. Je m'éclatais, je faisais n'importe quoi sur les plages l'été, tout était cool. Parce que là, en fait, tu voulais pas d'enfant. Tu voulais pas d'enfant. Je savais que j'en voudrais un jour, mais ça me travaillait pas plus que ça. Et en fait, c'est comme si tu avais un compteur, vraiment un compteur qui commence à t'appuyer sur play, quoi. Ouais. Et le compteur se met en route. Et là, tu te dis, putain, là, il me reste 10 ans. Là, il me reste 10 ans. Ah ouais, donc le compte à rebours qui s'enclenche. Quoi. C'est ça. Ah ouais. Et en fait, dans la réalité, moi, j'ai 31 ans aujourd'hui, on me dirait, mais t'as encore 20 ou 25 ans pour faire des enfants, mais ce serait tellement plus léger, ce serait moins lourd, parce que la question aujourd'hui, c'est pas de savoir si tu veux des enfants ou pas, c'est plutôt de te dire qu'il te reste de moins en moins de temps pour en faire. Dans la réalité, j'aurais encore 30 piges devant moi, j'aurais pas envie, là, maintenant, de penser à ça. C'est vraiment le fait que tu as ce compte à rebours qui s'est mis en place et qui commence. Et donc, du coup, c'est vrai qu'aussi dans les
rencontres que tu fais avec les hommes, etc., ça change la donne, en fait. Il y a quelque chose qui switch. C'est-à-dire que même quand tu dis « je vais rencontrer quelqu'un de manière légère, etc., pour m'amuser », tu as quand même ce truc derrière où tu te dis « et si jamais je faisais un gosse avec, il serait comment ? Il serait mignon. Si je me posais avec lui, ce serait comment ?» Ça, on est d'accord, ça n'existait pas avant. Non. Donc là, vraiment... Ça a pu m'arriver, mais dans des moments où j'avais un coup de cœur pour le mec, où je me disais, ah bah tiens, ça pourrait être sympa de se poser avec. Et là, quand je rencontre quelqu'un, il y a quand même toujours cette question en arrière-fond de, est-ce qu'il veut des enfants ? Est-ce qu'il en a déjà ? Est-ce qu'il en referait ? Est-ce qu'il se poserait ? Est-ce qu'il se poserait pas ? Mais dans la réalité, si je suis totalement honnête, moi, j'ai pas forcément envie aujourd'hui de me poser, de me marier, de faire des gosses, etc. Je suis super heureuse dans ma vie, super épanouie, mais j'ai cette pression. Mais je te jure, c'est un putain de tic-tac, c'est tout le temps. Et t'as des périodes dans lesquelles t'arrives à t'en dégager un peu, et t'as des périodes dans lesquelles vraiment c'est hyper prenant, et c'est pas marrant en fait. C'est pas drôle. Il y a des moments où tu appelles tes copines, mais tu es au bout de la roulette. Tu te dis, mais là, je vais rater ma vie, mais tu penses que je vais rencontrer quelqu'un, tu penses qu'un jour, j'aurai un enfant à moi, tu penses que je vais pouvoir me poser, que... C'est fou, alors qu'en vrai, 31 ans, c'est jeune, quoi. Tu as largement le temps d'y réfléchir. Mais bien sûr, mais moi, je le sais. Non, t'es pas d'accord, Connie ? Ça pose d'autres questions, parce que je sais pas si t'es célibataire ou t'es en couple en ce moment, un truc sérieux, mais pour de vrai, faire un gamin... Bon, je suis un peu dégueulasse, mais à partir de 35 ans, 36 ans, on sait que je suis désolé. Hein. Non, mais je le sais. On sait que la fertilité, elle diminue vraiment drastiquement. Ah ouais ? Ah ouais, il y a un vilain, ouais. Il y a un gap, du coup, qu'à 36 ans, il y a moins de chance. Ah, je suis désolé, Sophie, tu tu sais ce que je vais te dire, mais c'est toujours... Vas-y. T'as 31 ans, tu te dis, bon, bah, je vais faire un gamin, mais alors, je vais peut-être pas le faire avec n'importe qui. Je vais trouver un mec avec qui j'ai envie de le faire, mais ce mec, il faut le trouver, et le temps que ce soit le bon mec et que j'en sois sûr, bah, ça prend un petit peu de temps. Donc, je l'ai pas trouvé. 2, il faut qu'on passe un peu de temps ensemble. Après, il faut arriver à le faire. À 32 ans, normalement, ça se passe plutôt facilement. Mais tout ça, ça veut dire 1 an, 2 ans. À 31 plus 2, ça fait 33. Tic-tac, tic-tac. C'est ce que tu vis en ce moment, ça ? Ouais. En fait, tu vois, là, ce que tu viens de me dire, c'est la petite voix qui se met en route dans ma tête. C'est exactement ça. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la voix... Elle a la voix de Connie et elle te pose la même question. Elle a une voix un tout petit peu plus méchante comme ça. Elle a la voix de Dan et elle te dit allez, un petit plan à 3, c'est parti. Et ça te fait 2 fois plus de chances d'avoir un gamin en plus. Du coup, non, mais c'est vrai. Tu as donc voilà. Tu m'avais manqué, Dan. Non, mais en fait, en plus, c'est vrai. C'est que t'as la voix de Connie à droite et t'as la voix de Dan à côté qui dit non, mais moi, hyper chaude d'aller en club libertin ce week-end. Ah, bah et voilà. la voix derrière de Connie qui dit ouais, mais meuf, putain, club libertin égale là, t'es pas vraiment dans l'objectif visé, quoi. Attention, tic-tac. Tu sais pas. Après, tu bois 2-3 verres et là, il y a Dan. Il y a des mecs super bien dans les clubs libertins. Hein ? Demande à Pascal, il y a des mecs super bien dans les clubs libertins. Il m'entraîne dans sa chute. Et puis, même demande à Connie, même. Non, mais je comprends. Je préfère que ce soit moi qui entraîne, j'avoue. Mais du coup, alors, dans ta vie au Évidemment. quotidien, comment ça se traduit dans ta vie au quotidien ? Ça a un impact sur les rencontres que tu fais ou les pas rencontres que tu fais ? Comment tu choisis différemment, par exemple, tes mecs ou pas ? Ouais, Maintenant, oui. Comment tu fais ? Vous m'avez connue il y a un moment maintenant, donc j'ai quand même eu 10 ans de ma vie où franchement, je peux pas mentir, j'ai kiffé grave. J'ai été en couple, j'ai été en couple avec plusieurs personnes, j'ai pas été en couple, j'ai fait sexuellement tout ce que je voulais, enfin pas tout, mais beaucoup de choses quand même. Et en fait, là oui, j'ai quand même un peu switché. C'est-à-dire que je me dis, à multiplier les rencontres et à avoir la tête de partout, à droite, à gauche, constamment, en fait, tu t'éparpilles un peu et tu peux potentiellement passer à côté de quelque chose de bien. Et j'ai aussi retravaillé vraiment les mecs qui me plaisent. C'est-à-dire qu'avant, j'allais quand même assez souvent vers le même type de mec. C'était toujours la même carrure, toujours la même vie. Enfin, c'était vraiment assez similaire. Et j'ai démonté ce truc-là en me disant, ces mecs-là étaient bons pour s'amuser, mais c'est pas des mecs avec lesquels on se pose. Et donc, du coup, j'ai retravaillé vraiment quand je rencontre quelqu'un, vers qui je me dirige, comment est cette personne. Les choses qui m'attirent sont différentes de ce qui m'attirait avant. C'est quoi justement ? C'est quoi un mec ? Alors un mec avec qui se poser ? C'est quoi les critères ? La différence. Alors, ce sont mes critères, attention. Oui, bien sûr. Ce sont mes critères. C'est un mec qui, pour moi, ne fume pas, qui ne se drogue pas, ne boit pas trop d'alcool, ne passe pas sa vie dans des bars.
Bon, je crois que c'est mort pour nous, Pascal. On va y aller, du coup. Il fait du sport, pas à outrance, mais ah oui, c'est mort pour toi, là. Ah ben, tu parles. On a l'impression que c'est un cliché de mec sain. C'est pas un cliché, c'est vraiment le mec sain qui correspond aussi à ce que moi je suis devenue. Alors je dis pas que je suis tout le temps saine, mais en tout cas je suis devenue beaucoup plus saine que ce que j'ai pu être auparavant. Et aussi le mec qui, moi j'ai beaucoup été avec des hommes qui étaient intéressés que par leur carrière, leur réussite, etc., etc. Et je me suis rendu compte que c'était des hommes avec lesquels j'étais pas heureuse quand il s'agissait de construire. Et donc aujourd'hui j'ai envie de quelqu'un, voilà, qui est intéressé par son job, qui aime ce qu'il fait, mais que ça soit pas à outrance en fait. Pas toute sa vie, quoi. Exactement. Il manque juste un critère, j'ai l'impression quand même, c'est celui de la famille. Oui, alors après, le truc aussi, c'est que quand tu passes la barre des 30 ans, les mecs que tu rencontres, il y a aussi une autre donne. C'est que la moitié des mecs que tu rencontres sont déjà papas. Tu veux dire des célibataires qui se sont séparés ou des choses Voilà, exactement. Ça te pose un problème ou pas? Non, pas du tout. Ok. Non, pas du tout. Moi, ce que je voulais dire, c'était pas ça. Excuse-moi, Pascal. Ce que je voulais dire, c'est que dans les critères que tu me donnes, je n'entends pas a envie de monter une famille. Oui, parce que c'est inscrit pour moi au vu de ce qu'on s'est dit auparavant, mais bien sûr, ça en fait partie. Ça, c'est la base. Comment tu sélectionnes un mec qui a une envie de famille? Je lui demande. Ouais. Et puis un mec qui a envie de famille, par exemple, si tu lui parles de ta nièce, de ton filleul, il va interagir avec toi différemment qu'un mec qui n'a pas envie. Un mec qui a envie d'avoir une famille, qui est intéressé par les enfants. Il va s'intéresser, quoi. Alors voilà, il va pas t'en parler pendant des heures, mais il va te dire un petit truc, alors que le mec qui n'a pas envie d'avoir d'enfants, qui est pas intéressé par ça, qui est encore très individualiste, etc., il va même pas rebondir sur le sujet. Il va passer à autre chose. Alors moi je suis pas très d'accord parce que pour ma part je voulais pas d'enfant. Ouais. Et voilà, j'en ai. Ouais. Donc ça m'a pas du tout je les ai pas eu à contre-cœur hein. Donc je pense que même si tu n'aimais pas cette volonté ou tout ça, tu peux en tout cas tomber sur une personne qui te permet de te dire je veux pas d'enfant, mais avec cette personne ça me paraît jouable. Mm-hmm. Et je veux revenir sur ce que tu as dit par rapport au mec sain. Donc, est-ce que le mec sain, parce que pour moi, je fais une différence entre le père et le géniteur. Est-ce que le côté sain, c'est quelque chose qui est valorisant dans la recherche d'un géniteur, mais est-ce qu'un mec sain, ça fait forcément un bon père? Puisque regarde, tu vois, le mec, s'il fait du sport, s'il fait tout ça, machin, il fait tout pour être bien. Est-ce que ça va vraiment il va être capable de se placer dans la position de père qui n'est pas une position saine? Parce que quand t'es père, quand même, tu vois, faut gérer des trucs... Tu dors pas beaucoup, quoi. Ouais, tu vois, tu dors pas beaucoup. Tu as une hygiène de vie qui est différente. Il y a des choses sur lesquelles tu es obligé de zapper de force parce que du coup, tu n'es plus ta priorité. C'est cette autre chose qui a des bras, des jambes et qui gueule toute la nuit qui devient la priorité. Je sais pas ce que tu en penses, Connie. Absolument, d'accord. Donc du coup, tu vois, c'est trouver un espèce d'accord entre les deux. Enfin, je remets pas en cause ce que tu dis, hein, mais du coup, moi, c'est ce que ça m'évoque. Donc, est-ce que il y a un élément dont je parle avec justement des copines qui sont aussi en recherche de père de leurs enfants. C'est vraiment, moi, je pense être un bon père, tu vois, mais avant ça, jamais personne, même moi, j'aurais jamais misé sur moi, quoi. Ah bah même tes potes, clairement pas. Clairement pas. Non, mais tu vois, c'est vraiment. Et du coup, c'est ça qui est. C'est cool, dans un sens. Tu vois, mais c'est cool, mais du coup, si tu recherches d'entrée de jeu le père. Oui, est-ce que c'est pas la mauvaise personne? Si tu recherches le père, c'est peut-être pas forcément lui, quoi. Et pour finir, il y a un autre élément, c'était dans un podcast de Nat et Véro où le mec il disait ça, je crois, il parlait de la femme qu'il avait et qui était devenue mère quand elle avait eu des enfants. Et je pense que c'est pareil pour les hommes, c'est-à-dire que elle a changé. Ouais, pour lui, dans son regard. Et non, pas dans son regard, dans ce qu'elle est. C'est-à-dire que la meuf était une meuf et elle est devenue une maman. Et lui, ça l'a déchauffé ou... Non, pas du tout. Mais c'est juste, c'est une notion qu'il y a à apprendre. C'est-à-dire qu'un homme aujourd'hui, tu vois, l'homme que tu vas rencontrer aujourd'hui en te disant ce sera peut-être le père de mes enfants, quand il aura cet enfant, ce sera plus le même homme puisqu'il sera devenu père. Et c'est pas parce que c'est un homme bien que ce sera un père bien. Il y a peut-être des hommes qui sont très bien et qui en fait, jour J, ils vont aller plutôt préférer faire un tour en Porsche qu'être là le jour de l'accouchement, quoi. En fait, mais l'idéal, c'est les deux, quoi. C'est de faire le tour en Porsche avec le bébé derrière, tu vois. Et pour compléter ce que dit Pascal, je pense que le point commun qu'a le mec qui n'a pas d'enfant et celui qui va être un père chouette, c'est la notion de la responsabilité. Mm-hmm. Je pense qu'un mec qui est responsable avant, a priori, c'est dans son caractère d'être responsable, quand il a le bébé, il reste responsable. Parce qu'avoir un môme, tu as une responsabilité qui te tombe dessus, qui est complètement dingue, que tu as accepté, hein, bien sûr. Et du coup, la responsabilité, je pense que c'est l'élément... le green flag. Mais en fait, dans la réalité,
moi, ce que je cherche de prime abord, c'est un mec sain. Alors, sain, on s'entend, mais en tout cas, qui colle à mes critères. Mais je cherche pas un mec sain parce qu'il va être un géniteur sain. Je cherche un mec sain parce que ma vie à moi, c'est que je ne fume quasiment pas, c'est que je bois presque pas d'alcool, c'est que je fais énormément de sport. Déjà, il correspond à ta vie, quoi, déjà. Je cherche ce mec-là parce qu'il correspond à ma vie, à ce que moi je suis, à ce qui me plaît. Et après, c'est vrai que par contre, s'il me dit cash, moi je ne veux pas d'enfant, aujourd'hui, non, c'est une réalité. Peut-être que je passerai. Ah non, le mec qui me dit ça, je m'en vais. Ah ouais. Clairement. Peut-être qu'effectivement, tu as raison, Pascal, et je te rejoins. Peut-être que je passerai à côté de quelque chose, mais j'ai plus le temps de tomber amoureuse de quelqu'un, de vivre une histoire peut-être de dingue, et que dans 3 ans, ils me disent, bah écoute, non, je t'avais prévenu, j'en veux pas. Parce qu'il se passe quoi? Comme tu disais tout à l'heure, c'est débile, c'est une histoire de conte. Mais on arrive à 35, et après, je fais quoi? Mais dans la réalité, en fait, je cherche ce mec sain-là. Je demande ou j'essaye de comprendre s'il aurait envie d'être père. En fait, je cherche surtout à comprendre s'il n'a pas du tout envie de l'être. Je cherche pas à ce que le mec me dise oui, j'ai envie d'être père maintenant ou un jour. Je cherche à ce qu'il me dise si c'est un non-niet pour être père. Là, je m'en vais. Après, le reste, je laisse la possibilité à un taux de transformation spontané ou plus ou moins, tu vois. Mais voilà, c'est... Non, mais parce que à l'inverse, quelqu'un que tu rencontres et qui dit bah moi, je veux être papa, là, c'est bon. Est-ce que c'est pas angoissant, quoi? Non, parce que le mec, il te dit pas chérie, viens, on fait un enfant dans 2 mois. Il te dit, moi, dans ma vie, dans ce que je veux pour ma vie, oui, effectivement, j'ai envie d'un enfant. Voilà. Mais on ne sait pas si ça sera ensemble, on ne sait pas si ça sera... L'objectif, c'est pas de prévoir. L'objectif, c'est juste... En fait, la différence, c'est qu'à 20 ans, je m'inquiétais pas de savoir ce que l'autre en face voulait. J'en avais rien à faire. Ce que je voulais, c'était moi, vivre mon truc, qu'on me traite pas trop mal, que je m'amuse, que voilà. À 30 ans, je dis pas que tu as un cahier des charges, mais tu as quand même envie de savoir à peu près si tu vas dans la même direction ou pas, en fait. Pas exactement impeccablement, mais, et c'est en ça que l'horloge biologique, elle se déclenche. C'est en ça, c'est que tu as envie de savoir où tu vas. Déjà, tu as un peu plus envie de savoir où tu vas dans ta vie, même si tu le sais pas toujours, mais tu as quand même envie de savoir un peu mieux. Et puis, dans ta vie perso, c'est un peu pareil, en fait. Alors qu'à 20 ans, 25 ans, mais je m'inquiétais pas du tout de ça. Je kiffais, voilà. Aujourd'hui, tu utilises le mot inquiétude. C'est quelque chose qui est vraiment pesant pour toi ou qui commence juste ou qui... Est-ce que tu te dis vraiment, comme tu disais, voilà, le compteur, il s'est enclenché. Toi, t'es comment par rapport à ce compteur? Très mal. Ah ouais, à ce point-là, ouais. Après, je suis pas, ça me déprime pas non plus, tu vois. Il y a des moments où ça m'a eu déprimé, etc. Mais j'en ai parlé aussi avec des copines qui sont... Parce que tes copines qui ont moins de 30 ans, elles comprennent pas. Elles compatissent, mais elles peuvent pas comprendre. Les nanas qui ont 35, 36 ans autour de moi, j'ai parlé avec 2 ou 3 de mes copines qui l'ont vécu, hein. Elles m'ont clairement dit qu'elles l'avaient vécu. Elles m'ont expliqué comment elles l'avaient vécu, ce que ça leur avait fait, qui était très similaire à ce que moi, je peux vivre et tout ça. Mais même petite anecdote, les gars, j'ai une de mes copines qui s'était acheté une sorte de bras. C'est un bras de mec, comme ça, et elle dormait dessus, genre dans son lit, comme ça. Comment ça existe, ça? Un faux bras? Comme une poupée gonflable, mais en mec bras. Quoi. Ouais, et elle dormait dessus. Et non, mais c'est pour te dire à quel point, effectivement, et c'est un sujet, je pense, qui est un peu tabou, mais à quel point, et moi, quand j'en ai parlé à mes copines qui étaient célibataires à mon âge, qui ne le sont plus aujourd'hui, mais qui l'étaient à mon âge, ont vraiment compris l'inquiétude, la douleur. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que ça sort de nulle part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça tombe dessus, tu sais pas pourquoi, et voilà. Et quand j'en ai parlé avec elles, qu'elles m'ont un petit peu expliqué comment l'appréhender, elles m'ont dit, mais tu verras, il y a des moments où ça va être beaucoup plus fort, des moments où tu vas quasiment plus y penser, des moments où ça va revenir, et c'est vraiment ça. Mais la réalité, c'est quand même que quand c'est là et que c'est prenant, ouais, c'est douloureux en fait, parce qu'en plus, tu vois que ça autour de toi, du coup, tu vois que des gens. Alors, la réalité, c'est pas ça, et on le voit bien à votre micro. Ce que tu vois, quoi. Ouais. Mais toi, tu vois que des gens en couple, heureux, instagrammables, avec des gosses, les gosses dans la rue, les poussettes, les mamans, machin. Tu vois que ça, alors qu'on sait très bien que non, il n'y a pas que ça. Mais toi, tu ne vois que ça et tu focalises là-dessus. Donc, il y a des moments où je m'en fous et ça m'empêche pas d'aller m'amuser, de croiser d'âne dans des clubs libertins, tout ça. Mais il y a des moments où, ça m'a fait plaisir de te voir, d'ailleurs, la semaine dernière. Oui. C'était cool, c'était sympa. Hein. Ouais, c'est sympa. Bonne soirée. La Porsche devant était magnifique. Ils sont partis, t'as vu. On va les laisser tranquilles. Est-ce que tu crains de devenir jalouse? Non. Moins.
Je pense l'avoir beaucoup plus été en étant plus jeune. Et j'ai aussi compris avec le temps que la jalousie, c'était un vrai poison. Et que j'étais jalouse à l'époque parce que y a aussi une contrepartie. C'est que tu as cette horloge biologique. Mais putain, moi, j'ai jamais été aussi bien dans mon corps, dans ma vie, dans ma tête, dans mon physique, dans ma manière d'être. Qu'aujourd'hui à 31 ans. Je suis super heureuse. Tu n'as plus les doutes, les inquiétudes, les angoisses, les hésitations que tu as entre 20 et 30. Donc, non. Du coup, tu vois, j'ai aussi travaillé là-dessus sur des trucs qui m'avaient encombré avant mes 30 ans. La jalousie qui, moi, a rongé beaucoup de mes couples, ou parce que moi, je l'étais, ou parce que l'autre l'était. Après, moi, voilà, je suis exclusive. Si mon mec, y avait des choses qui allaient pas, je saurais recadrer les choses ou m'en aller si ça me convient pas. Mais pas dans la jalousie. Non, c'est pas. La dernière fois qu'on t'a rencontré, tu nous avais raconté l'avortement. Ouais. C'était voilà, ça a été un moment. Félicitations encore d'avoir réussi à en parler comme ça. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des regrets par rapport à ça? Parce que maintenant que tu te dis, il y a un enfant que j'avais qui est parti. Est-ce que comment tu le revis à posteriori? Est-ce que ça a un impact aujourd'hui? Oui, ça fait quelques mois que je me demande, tu vois, je me dis si je l'avais gardé, comment ce serait, j'aurais peut-être dû le garder. Ouais. Là, oui, j'avoue que ça m'est revenu. Ou te dire, le mec avec qui j'étais à l'époque, je vous avais raconté l'histoire, etc. Dans la réalité, c'était toxique, mais parfois de te dire, mais si j'avais fait les choses différemment... Oui, tu te dis ça souvent. Ouais. Voilà, peut-être si que... c'était moi qui... Exactement. Alors que dans la réalité, si tu es vraiment sincère, tu sais que cette relation, comme je vous l'avais expliqué, elle était vraiment... ça n'allait pas. Lui était quelqu'un de très bien et moi quelqu'un de très bien, mais ensemble, ça ne matchait pas. Mais c'est vrai que là, avec tout ce que je vous raconte, oui, par rapport à l'enfant qui a été avorté, il y a des moments où, oui, j'ai des gros regrets. Ouais. Oui. Je continue alors. Moi, j'ai une autre question, mais est-ce que tu as déjà pensé, parce que là, on parle toujours de faire un bébé avec un mec. Oui. Est-ce que tu as déjà pensé à en faire un toute seule? Oui, là, tu vois, j'ai regardé un peu pour faire congeler, etc. Voir quelles étaient les démarches, combien ça coûtait. Oui, c'est quelque chose auquel je pense. Tu pourrais envisager, en tout cas. Tu peux te dire, tiens, si je trouve pas le mec qui me plaît ou qui colle. Pas maintenant. Mais okay. je me suis dit, voilà, si j'ai pas d'âge précis, mais plus je me rapprocherai de la quarantaine, plus effectivement c'est quelque chose auquel je penserais, oui, mais que je serais capable de faire. Ok. Alors moi j'entends le côté, excuse-moi, parce que tu as parlé de faire un bébé tout seul, donc de manière médicale, mais moi j'y avais pas du tout pensé à ça quand tu poses la question. Je me disais genre juste faire un bébé tout seul avec un mec, un pote quoi, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi un pote. Ça, non, en fait, tu... Un membre des gentilshommes, par exemple. Croisé dans un club. Un club, éventuellement. On va vous laisser après l'enregistrement. Non, mais donc avec un pote ou quelqu'un... Non, tu vois, si tu fais un bébé tout seul, ce sera de manière congélation d'ovocytes et tout ça. Je pense. Après, regarde, on s'est rencontrés il y a quelques années maintenant. Jamais j'aurais pensé tenir ce discours-là à votre micro. Ouais. J'étais beaucoup plus légère. Voilà, même si on était allé en profondeur dans les sujets, j'étais beaucoup plus légère. Dan ne fait pas de blagues. Je n'ai rien dit. Donc aujourd'hui, mon discours est celui-ci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'envisagerais effectivement les choses de manière médicale. Voilà. Peut-être que dans 3 ou 4 ans, je te dirais les choses différemment. D'accord. Peut-être que dans 3 ou 4 ans, j'aurais pas nécessité à faire ça. Mais oui, on te le souhaite. Actuellement, ce serait de manière médicale. Ouais. T'as imaginé il y a d'autres possibilités d'avoir un bébé auxquelles t'as pensé, ou il y a que celle-là? On sait très bien, là j'entends des histoires autour de moi, effectivement, de nanas qui ont récupéré le sperme dans la capote, après l'ont injecté elles-mêmes, elles ont réussi à tomber enceintes comme ça. Alors pas des nanas autour de moi, mais plutôt des mecs qui me racontent ça, de par mon métier aussi, de par mon métier, j'entends beaucoup d'histoires, en tant que thérapeute, j'entends quand même beaucoup de choses. C'est des choses que j'entends qui pour moi sont pas envisageables parce que donner la vie sous fond de trahison, ce ne sont pas mes valeurs. Voilà, je préfère pas donner la vie que donner la vie sous forme de trahison, c'est pas mon idée. Ouais, je comprends. Ouais. Et puis expliquer aux gamins après. Enfin, ouais. Oui, voilà. Télé, c'est qui ton père? Alors j'ai été récupéré. Non, ouais. Ok. Et est-ce que tu remets en cause des choses chez toi? Maintenant, le fait qu'il y ait l'horloge biologique, est-ce que tu remets en cause des critères de sélection ou des histoires, enfin des choses qui, avant
le déclenchement de l'horloge, c'était acquis, c'était bon, quoi. Oui, tout à fait. Avant le déclenchement de cette horloge, là, ce tic, moi, je me disais, c'est bon, j'ai kiffé, mes histoires passées, il m'avait gonflé, j'ai réagi comme ça parce qu'il allait trop loin, j'avais mes torts aussi, mais j'y réfléchissais pas. Là, c'est vrai qu'avec le temps, je me dis, tel mec, j'y suis peut-être allé un peu fort, j'aurais peut-être dû réfléchir un peu plus, j'étais peut-être un petit peu égoïste sur ce coup-là. Oui, ça m'arrive d'avoir des regrets, mais toujours sur un fond de... ça accompagne aussi le discours que je vous donne, mais moi, je crois beaucoup en la vie et en l'univers, tout ça, enfin, tout ce qui peut nous être amené et tout ce qui peut... comme si tout était un peu déjà écrit. Donc, j'ai vraiment confiance dans le futur. Ça, il n'y a pas de souci, tu vois, je me dis pas le futur, ça va être de la merde, etc. Mais par contre, effectivement, j'ai revu certaines choses chez moi où je pense avoir été parfois très dure, très exigeante, pas forcément très réaliste. Un exemple qu'on comprenne ? Oui, moi, j'ai beaucoup été en couple avec des hommes qui, sincèrement, étaient prêts à tout pour moi, vraiment, qui... ont fait des choses pour moi à l'époque, j'en avais pas notion, mais c'était... Et avec le recul, tu dis ces mecs, ça aurait été des pères chouettes, c'est ça ? Ça aurait été des pères chouettes, mais j'aurais pas été heureuse avec. Donc je regrette pas la rupture, mais je regrette effectivement parfois certains comportements où j'ai pas été sympa, quoi. J'ai été... c'est-à-dire qu'ils te donnent tellement qu'à un moment donné, t'en oublies que te donner comme ça, c'est pas un acquis non plus et que c'est cool et que tous les hommes ne font pas ça non plus. Voilà. Donc, je pense effectivement parfois avoir été vraiment très dure, voire injuste avec certains mecs parce que j'étais complètement faux-folle, j'estimais que tout était acquis, que voilà. Et je me rendais, à mon avis, pas compte de la chance que j'avais d'avoir des hommes qui donnaient autant pour moi et qui se sacrifiaient parfois autant pour moi par amour. Et c'est vrai qu'autour de moi, mes copines, ma mère m'ont toujours dit « Mais toi, c'est dingue, quoi. Quand t'es en couple, ils se mettent en 4 pour toi. » Et c'est vrai que je l'ai toujours entendu, mais moi, je disais « Non, mais oui, mais bon, c'est normal avec ce que je fais aussi. » Et en fait, maintenant, avec du recul, je me dis « Ouais, quand même, t'as eu de la chance. T'as eu des hommes, enfin ceux que j'ai choisis, avec qui j'ai été en couple, qui étaient vraiment top. » Tu penses que c'est pour ça d'ailleurs, parce qu'ils se mettaient en 4, que du coup d'un moment tu les aimais plus ou... Non, je pense pas. C'est que moi, j'étais pas prête à être en couple. Tu savais pas trop encore. Non, je pense que j'avais besoin de faire mes expériences, j'avais besoin de vivre, j'avais besoin de tester des choses. C'était souvent des hommes qui étaient plus âgés que moi aussi. Donc, il y avait parfois un décalage. Des hommes qui, comme je vous le disais, étaient très portés sur leur carrière et donc aussi très absents. Ouais, voilà. Autour de moi, j'ai une copine qui est plus âgée que toi et enfin, c'est triste à dire, mais elle a pété un câble. Et est-ce que, c'est-à-dire qu'elle est devenue vraiment jetée parce qu'elle n'arrivait pas à avoir de gamin et pour toutes les raisons qu'on s'est dites, de ne pas rencontrer quelqu'un et que ça ne marche pas, etc., etc. Est-ce que quand tu te projettes, tu crains d'être un jour dépassé et de perdre raison ? Perdre raison, non. Être très, très triste, oui. Perdre raison, non, parce que si jamais... Alors, je vais pas me mettre l'œil non plus, ça n'arrivera pas. Mais si ça arrivait de ne pas atteindre ce but, c'est vrai qu'à côté, moi, j'ai une carrière qui est quand même assez prenante et dans laquelle je réussis, qui me permet aussi aujourd'hui d'avoir des moyens financiers qui me permettent de faire des choses hyper cool dans ma vie et de vivre mes passions et de faire ce que j'ai envie de faire quand j'en ai envie. Donc ça contrebalancerait, mais sur un fond de tristesse un peu caché qui serait quand même très prenant, je pense. Après, voilà, il y a d'autres manières aussi d'avoir des enfants. C'est pas forcément de les avoir à toi, c'est pas forcément de les faire toi. Ça peut être t'inclure dans des associations, ça peut être d'aller faire du bénévolat, ça peut être d'adopter des choses auxquelles j'ai pas forcément pensé. Là, je te le dis parce qu'on en parle, mais il y a aussi d'autres manières. Et te maquer avec un mec, du coup, qui a déjà des enfants, ça pourrait déjà être un premier pas, dans un sens. Tout à fait. Ouais. Oui, complètement. Ouais. Mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé d'être avec quelqu'un qui avait un petit garçon, de qui pendant je suis longtemps, encore très proche. Vous étiez ensemble longtemps ? Oui. On s'est fréquenté. Enfin, on a été ensemble, après on s'est fréquenté. Enfin, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui toujours dans ma vie. Tu t'es un peu occupé aussi du petit garçon. Ah oui. Beaucoup même. Beaucoup. Okay. Même encore aujourd'hui. Ça t'a plu ? Enfin, maintenant que l'horloge s'est déclenchée, rétroactivement, tu te dis enfin, ça va dans le sens du je serai une bonne mère. C'est ça aussi le truc de l'horloge biologique. Oui. C'est que tu te dis je serai bien dans ce rôle-là.
Oui. Oui, tout à fait. Mais moi, on me l'a toujours dit, que j'étais très maternelle. Les hommes autour de moi me disent beaucoup en ce moment. Alors, est-ce que c'est dû à toutes les questions que je me pose, dont je parle pas forcément avec eux? Mais les hommes autour de moi me disent, mais toi, tu serais une super maman. Il y aurait un cadre, mais quand même, il y aurait beaucoup d'éducation derrière. Enfin, voilà. Donc, je pense aussi que je renvoie ça. Et l'image qu'on m'en donne est plutôt positive. Et après, moi, c'est un rôle dans lequel, forcément, tu te projettes dedans. Je peux pas savoir ce que c'est. Je suis pas maman. Et on sait très bien qu'on projette des choses et que dans la réalité, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais oui, bien sûr, c'est un rôle dans lequel je me plais. Et plus je fréquente des enfants et plus je suis proche d'enfants, plus ce rôle me plaît. Et le fait, justement, d'avoir dépassé cette horloge biologique, c'est comme si ça devenait plus concret, plus réel, plus... que ça devait vraiment se faire. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Wow. Merci d'être venu te livrer de cette manière à notre micro. C'est très touchant, vraiment. Ça fait très, très plaisir. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent. On est ravis que vous soyez là, que vous soyez toujours là 5 ans après. Vous voyez, nous, on fait évoluer la formule et on sait que vous évoluez avec nous. Donc, merci à tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Club des Gentilshommes, qui est vraiment l'endroit où les conversations se continuent, dans lesquelles nous, on passe quand on en a l'occasion. Moi, j'y suis régulièrement. Mitch, tu vas, toi, sur le Club des Gentilshommes? Mitch, ouais, moi aussi, j'y vais très régulièrement. Moi, tous les jours à 15h, un petit live avec Dan qui dure de 15h à 23h. 15 à 22, ouais. Il va t'en prendre plein la tronche, Dan. Et voilà. Et non, mais ce club est vraiment très, très bienveillant. Donc, vous pouvez y accéder par Tipeee. Merci encore de nous écouter. Merci de nous partager. N'hésitez pas, si vous voulez participer aux épisodes, vous pouvez nous contacter, nous parler. Là, c'est comme ça que ça s'est fait. Exactement. On s'est vu. Tu m'as parlé de ce sujet. Moi, j'ai tout de suite compris que c'était intéressant pour nous et intéressant pour vous qui nous écoutez. Donc, c'est comme ça qu'on fait. C'est vraiment très simple. N'hésitez pas à nous envoyer un message, à nous solliciter pour participer aux épisodes. C'est toujours avec un grand plaisir. Voilà. Merci, Mitch, de ta présence, comme toujours. Merci à Cynthia. Merci au studio Restless, Pierre et Ben, qui sont de l'autre côté du mur. Pierre et Beng, et qui sont vraiment adorables. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao. Ciao.